Je disais, on est trop content avec Arnaud de démarrer cette journée par ce webinaire. Avant de démarrer, on va pouvoir vous rappeler un petit peu qui on est chez Lyon. Donc Lyon, on est une école. Nous, notre parti pris, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et au contraire, il faut le faire tout au long de sa vie. Et Lyon vous accompagne dans cette démarche-là avec trois grands axes de formation. Donc une formation qui s'appelle Lyon du samedi, qui est un programme qui a créé Lyon. C'est le programme un peu ADN, qui est une formation gratuite et sélective sur 8 samedis d'affilée pour découvrir l'écosystème des startups. Ensuite, on a une formation sur mesure. Donc là, c'est pour les grands groupes PME ou startups. Ils ont un enjeu, une problématique particulière du coup. Et on leur construit un programme sur mesure et on forme leurs collaborateurs. Et enfin, on a les formations métiers. Je ne me suis pas présentée, mais donc je m'appelle Joséphine et je suis en charge de ces formations métiers justement chez Lyon. Depuis qu'on existe, donc depuis 2016, on a à peu près un peu plus de 4000 alumni et plus de 350 intervenants. Donc on commence à être une très très grosse communauté. Donc c'est hyper cool. Les gens ont vraiment des profils très très différents parce qu'ils viennent se former pour des raisons qui varient. Parfois c'est en complément de leur métier, parfois c'est pour en faire leur métier et parfois c'est pour développer leur propre projet dans leur boîte ou créer leur boîte. Voilà, ce matin, on va parler donc plus précisément de gros hacking. Et donc c'est important pour nous parce que le gros hacking chez Lyon, on a deux formations qui sont focus là-dessus. Arnaud, je te laisse mettre la slide d'après. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, donc on a créé en 2019 une formation gros hacking en présentiel. En fait, avant le Covid, pour être très honnête, Lyon était du présentiel. Donc Arnaud a lancé avec Marion, notre CEO, la formation Gros Hacking en 2019. Et puis le Covid est arrivé et ça faisait quelques mois, on se disait qu'il fallait absolument qu'on passe sur du en ligne. Et le Covid nous a gentiment encouragés et poussés à vraiment cette fois-ci nous lancer en ligne. Donc depuis mars, on est en ligne. On a fait une formation en septembre en présentiel, mais sinon toutes nos formations sont en ligne. Donc on a énormément appris. On a appris notamment de nos intervenants qui nous ont fait tout leur feedback, mais aussi et surtout de tous nos alumni, de tous nos participants qui ont suivi la track en mars, en juin, en novembre, et là actuellement il y en a une en cours. Donc avec ça, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé et je suis particulièrement ravie de pouvoir vous présenter la semaine prochaine un nouveau programme de gros hacking. Donc l'objectif, encore une fois, c'est vraiment une initiation au gros hacking, c'est de voir les gros piliers, c'est de rencontrer des personnes qui ont fait, leur poser des questions et vous pouvoir le mettre en application avec des ateliers et toujours pouvoir se servir de la communauté. Comme je vous le disais, la communauté Lyon, elle est hyper forte, hyper riche parce que le profil des participants est hyper varié avec des backgrounds qui sont très différents. Donc vous venez pour apprendre et en même temps, de par vos expériences, vous pouvez permettre aux autres de votre promo et de la communauté d'apprendre. Donc ça, c'est trois grands piliers d'apprentissage, donc les intervenants, la mise en pratique et la communauté qui sont vraiment dans tous nos programmes. Et là, la nouveauté de ce programme, en fait, c'est que c'est un programme 100% e-learning. Donc en fait, le mercredi, vous débloquez une session, vous pouvez regarder des vidéos, lire des notes. Ensuite, le lundi, on se retrouve pour un temps en promo pendant 1 heure tous ensemble. Ça, c'est un moment live. Et ensuite, le mardi, on a un interview avec des experts grosses qui, du coup, viennent vous raconter leur parcours, comment est-ce qu'ils ont mis en place leur stratégie pour leur entreprise, que ce soit de la stratégie d'acquisition à la rétention, à l'automatisation, enfin, tous les grands piliers. Donc là, j'ai été un petit peu vite, mais pour vous refaire un petit résumé, nos grands piliers, c'est les fondamentaux. Donc là, on va revoir l'histoire du gros, comment c'est arrivé, le funnel, l'état d'esprit à avoir. Ensuite, on va passer plutôt sur la stratégie acquisition avec les canaux d'acquisition, ce que c'est l'outbound, ce que c'est l'inbound, puis la boucle de rétention, l'importance de se mettre toujours à la place de ses utilisateurs et comment créer vraiment cette boucle de rétention avant de passer sur la partie data pour vous permettre d'appréhender correctement la data et en finissant par l'automatisation et le scrapping. Voilà pour ce programme qui dure en fait 25 heures et qui allie à la fois des moments où vous êtes autonome, vous regardez vos vidéos, vous avez 5 jours pour regarder vos vidéos comme vous le souhaitez, pour faire vos ateliers comme vous voulez. Le but, c'est qu'entre le mercredi et le lundi, vous les ayez faits. Le lundi, on échange tous ensemble et le mardi, on rencontre un expert grosse. Par exemple, le premier expert qu'on va accueillir suite au lancement qui est le 17 février, c'est Jérémy Goileau, évidemment, Head of Grosse de Spendesk. Voilà, il reste quelques places pour la semaine prochaine, donc ça démarre le 17. Donc pour ça, n'hésitez pas à soit envoyer un mail à Camille, soit vous pouvez évidemment moi aussi m'envoyer un mail. Normalement, vous devez avoir mon adresse mail puisque je vous ai envoyé un mail pour ce webinaire de ce matin. Et sinon, c'est joséphine@joinlyon.co. Voilà.
Évidemment, maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Arnaud après avoir parlé pendant quelques minutes. Pour nous, c'était super important d'avoir Arnaud pour plusieurs raisons. D'abord, il nous accompagne chez Lyon depuis maintenant assez longtemps, puisque c'est lui qui a créé le premier programme présentiel avec Marion. Donc, en lançant ce deuxième programme Gros Hacking, c'était évident qu'il nous fallait Arnaud avec nous. Et évidemment, la deuxième raison, c'est que Arnaud, au cours de sa carrière, a accompagné énormément d'entreprises et énormément de participants Lyon qui avaient des business différents, que ce soit services, produits, B2B, B2C, B2B2C. Enfin bon, Arnaud a accompagné énormément de personnes et d'entreprises, donc c'est important pour nous aujourd'hui qu'il puisse vous faire un retour de tout ce qu'il avait vu, des bonnes pratiques qu'il avait vues et qu'il puisse vous donner tous ses conseils. Donc c'est avec plaisir Arnaud que je te laisse la parole. Merci d'être là avec nous ce matin et je te laisse la parole. Merci beaucoup Joséphine et du coup bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui et de vous être levé pour voir ma tête de déterré. Et merci à Joséphine de créer des webinaires à 8h30 du matin. Toujours un plaisir. Du coup, ouais, pour en revenir rapidement sur moi, du coup, je fais du gros depuis 4 ans maintenant. J'ai commencé dans une petite start-up. Ensuite, je suis parti à San Francisco dans un incubateur où j'ai eu l'occasion de pas mal creuser ça. Et ensuite, j'ai monté une agence grosse qui s'appelle Gross Room, que j'ai développée pendant 2 ans avant de repasser freelance à partir de l'année dernière. Et en parallèle de ça, comme Joséphine l'a dit, j'ai eu le plaisir de créer la track grosse avec toute l'équipe Lyon. Donc ça, c'était une super aventure. Et en effet, ça fait un petit moment qu'il y avait ce sujet de passer sur une version en ligne pour que chacun, on sait que vous avez tous, parce que par rapport à l'autre session, en fait, on sait que de temps en temps, vous avez des impératifs au niveau du boulot, etc. Donc l'intérêt, c'était de vraiment vous donner une formation à la demande. Et du coup, Joséphine a super bien façonné tout ça. D'ailleurs, vous aurez le plaisir de me retrouver sur la track data de cette formation. Donc voilà, voilà me concernant. L'idée, en fait, c'est que là, du coup, Joséphine l'a dit également, je vais vous faire une présentation. L'idée, c'est qu'on reste interactif au maximum. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Joséphine, au besoin, me coupera. Après, ce qu'on va faire, c'est que de toute manière, moi, j'ai le petit chrono et on gardera 15 minutes à la fin pour prendre des questions, faire un peu une série questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. De la même manière, au besoin, je vous donnerai mon adresse mail à la fin, ou en tout cas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses comme ça. J'aime bien prendre des moments avec des projets différents. Comme j'ai fini à dire, j'ai accompagné environ 60-70 boîtes depuis que je fais ça. Et du coup, j'aime beaucoup prendre du temps pour en discuter et découvrir des business différents. Donc, vraiment, soyez pas timide. D'ailleurs, plus mail que LinkedIn, je ne suis pas la personne la plus réactive dessus. Du coup, aujourd'hui, vaste sujet. Comment utiliser le gros hacking pour accélérer votre business? Alors, c'est un beau challenge que j'ai fini de donner. L'intérêt là, c'est qu'on revoit ensemble un peu les fondamentaux. Après, je vous rassure, il y aura très peu, j'essaye de mettre très peu d'exemples un peu bateaux. Il y aura juste une slide sur les hotmail ou les trucs comme ça qui sont un peu les exemples historiques. Moi, au contraire, en fait, mon intérêt aujourd'hui, c'est plus de déjà déconstruire tous les mythes qui ont été faits autour du gros hacking et ensuite de voir concrètement comment vous, ça peut vous aider et surtout comment vous pouvez utiliser la ressource grosse, que ce soit vous qui en fassiez ou que ce soit vous décidiez de faire appel à quelqu'un, du coup que vous ne soyez pas trop paumé. Donc, commençons direct. Je pense un petit peu d'étymologie, c'est important. D'où vient le terme gros hacking? Alors, ça a été inventé par Sean Ellis, qui était le VP marketing de Dropbox. Donc, en fait, quand c'était un des premiers employés chez Dropbox. Quand il est parti, on lui a dit il faut que tu nous trouves le nom de ton poste parce qu'on a besoin de recruter ton remplaçant. Et il a dit bon, moi, en gros, ce que je fais, c'est que j'essaie de générer de la croissance en bidouillant un peu. Donc, du coup, je suis un gros hacker. Et vraiment, le hacking, il faut vraiment l'entendre pas comme hacker, je mets ma capuche et je vais coder et voler des données un peu partout, mais plutôt comme une manière en fait de faire de la bidouille. En fait, et même le terme hacking sur la conception Internet, en fait, les hackers, c'est des mecs qui bidouillent le code en fait et qui à la fin trouvent des manières un peu déviées de générer de la croissance. Donc, au départ, le gros hacking, c'était généré comme ça. Quelques exemples hyper connus, il fallait bien que vous les mette, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas trop insister dessus. Hotmail avec le fameux PS I love you. Dropbox, eux, c'était assez marrant, c'était le fameux fake it until you make it. En fait, ils avaient créé, alors ils ont fait deux choses. D'une part, en fait, quand ils ont levé, ils avaient créé en fait une démo de leur produit
pour le présenter avant que la version sorte, pour tester en fait leur produit, alors qu'en fait c'était une fausse, c'était un gros montage, en fait le produit n'était pas du tout prêt. Et ensuite, ils ont fait un autre truc, c'est qu'ils ont fait, c'est eux qui ont un peu lancé le système de parrainage. Si tu parraines un pote, tu as 1 giga gratuit sur Dropbox. Et enfin, Airbnb, qui est un peu un hack connu, vraiment dans le hack dans le sens bidouille, puisque eux, en fait, ils se sont appuyés sur le bon coin américain qui s'appelle Craigslist pour générer de la croissance. Voilà pour les exemples un peu bateaux que beaucoup de personnes d'entre vous doivent connaître. C'était important de les mettre et de remettre un peu l'historique un peu de tout ça. Alors, on va essayer dans un premier temps de définir le gros hacking. Et alors, vous allez voir que moi, en fait, je déteste le terme gros hacking. Enfin, je déteste surtout le terme hacking, qui pour moi, en fait, sert pas du tout ce corps de métier en fait que je fais, ce secteur que je fais. Mais en fait, on est encore obligé d'utiliser aujourd'hui, enfin un peu à contre-cœur, parce que c'est encore comme ça que c'est connu. Mais vous avez vu sur la slide de présentation, moi je me définis plus comme un gros stratégiste qu'un gros hacker, ou alors on peut dire gros marketeur ou des choses comme ça. Mais gros hacker, je ne suis pas être hyper fan et je vais vous expliquer pourquoi. Voici une définition, si vous tapez sur Google, du gros hacking que vous pourrez trouver. Le gros hacking est un ensemble de tactiques non conventionnelles utilisées par les startups pour obtenir une croissance exponentielle en un temps très court et avec un budget limité. Alors, non, je déteste cette définition. Pour moi, elle n'est pas vraie et pour plein de points que je vais vous détailler. La première, c'est les tactiques non conventionnelles. Alors, oui, le gros implique une certaine créativité dans les expériences que vous allez mettre en place, mais ce n'est pas que du non conventionnel. C'est-à-dire que bien sûr, Airbnb est allé scraper Craigslist et ça avait été du jamais vu, etc. Mais en fait, aujourd'hui, avec notamment d'une part la fermeture des API, d'autre part la RGPD et ensuite le fait que c'est un domaine en fait, où il y a quand même pas mal de personnes qui ont quand même bien creusé les différentes manières de faire. Le gros hacking se base plutôt sur une stratégie. C'est plus stratégique en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des idées un peu non conventionnelles que vous allez mettre comme ça en place, mais plutôt en fait une vraie strat que vous allez déployer avec de la créativité bien sûr, mais très data-driven et du coup, il faut s'appuyer aussi sur des canaux qui existent. C'est-à-dire que si vous êtes un e-commerce, vous ne pourrez pas de manière raisonnable faire du business si vous ne vous appuyez pas sur Facebook et Instagram Ads. Ça ne sert à rien en fait. Vous êtes obligé de passer par là si vous êtes sur du e-commerce B2C. Donc, oui, non conventionnel parce qu'on peut avoir de la créativité, mais la grosse base du gros maintenant aujourd'hui s'appuie sur des tactiques qui sont plus ancrées, on va dire. Ensuite, les startups. Alors, ça, vous verrez, du coup, moi, pendant la formation que je fais, pendant ma partie sur la session data et aussi pendant les formations que je donne, du coup, sur la grosse track, je me refuse vraiment et j'essaie vraiment de faire hyper attention à ne pas trop utiliser le mot startup. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que sur toutes les personnes qui sont là, si c'est un sondage, vous n'êtes pas tous en startup. Et aussi parce qu'en fait, le gros peut être utilisé par d'autres entités que des startups. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un esprit gros et en tout cas un système d'expérimentation un peu gros hacking dans des boîtes qui sont plus développées, dans des PME, dans des ETI et même parfois dans des grands groupes. J'ai bossé avec pas mal de grands groupes et il y avait des choses qui fonctionnaient tout à fait dans ces boîtes-là. Donc, ce n'est pas juste startup. Il ne faut pas le voir comme le truc startup. Alors, bien sûr, c'est plus efficace si vous êtes une entreprise qui est plutôt digitalisée ou qui a une appétence digitale puisque le gros implique, c'est quand même ça s'est développé en même temps qu'Internet. Donc, il y a quand même un lien qui est très fort, mais pas que. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des boîtes qui sont vraiment à l'ancienne avec des calepins et pour faire tout le suivi client, des calepins et tout. Moi, en fait, mon rôle, ça va plutôt être de les aider à justement se digitaliser et du coup, utiliser la digitalisation pour justement atteindre plus de clients. La croissance exponentielle. Alors ça aussi, c'est un truc, le nombre de messages que j'ai déjà reçus en mode « Bonjour Arnaud, je cherche un hack pour multiplier par 10 mon trafic », ça, si je savais faire des trucs comme ça, vous n'en faites pas, je ne serais pas là aujourd'hui, j'aurais créé une dizaine de startups et je serais en ce moment aux Bahamas en train de siroter un cocktail. En fait, la croissance exponentielle, ça pose deux problèmes. La première, c'est que un gros, ce n'est pas un magicien qui a sa baguette magique et qui arrive sur votre business et ding, ça y est, on est parti et on va multiplier la croissance par 10. Et les gens qui vous vendent ça, je vous conseille de vous en méfier. Et d'autre part, en fait, il y a un problème avec la croissance exponentielle. La plupart du temps, et c'est très lié avec le non conventionnel, c'est que une technique qui va en fait générer une croissance exponentielle, donc à savoir, on parle plutôt, on va dire de la viralité, en fait, ce n'est pas très soutenable sur le long terme. C'est-à-dire que la plupart du temps, votre courbe, elle va exploser d'un coup et ensuite, elle va baisser très fort. Et on remarque, et moi j'ai remarqué à chaque fois qu'il y a eu vraiment j'ai fait alors
des expériences qui ont super bien marché, qui ont généré énormément de trafic, bah, ce n'était pas spécialement du trafic de qualité. Et en fait, plutôt que de croissance exponentielle, je préfère le terme de croissance composée en fait. En anglais, c'est compound growth. C'est plutôt que de se dire, bah, je vais faire plus 50% sur une semaine, bah, mieux vaut en fait toutes les semaines augmenter votre croissance de 1%. Et si vous augmentez de 1% votre croissance par rapport à la semaine d'avant, bah, sur un an, vous verrez que ce sera beaucoup plus efficace que si vous essayez de faire le grand hack qui va vous ramener énormément de trafic. Et la plupart du temps, en fait, vos serveurs ne pourront pas tenir, donc ça risque de sauter. Ou alors, les gens vont se rendre compte que votre produit alors, soit vous avez de la chance, il n'est pas trop pourri, soit il est pourri parce que vous venez de vous lancer, parce que c'est normal. Il y a une citation assez célèbre de Brian Chesky, qui est le fondateur de Airbnb, et je vous la place là, et c'est hyper important, c'est si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous le sortez, c'est que vous l'avez sorti trop tard. Donc ça, retenez vraiment bien ça. Et du coup, en fait, si vous amenez beaucoup de trafic sur un produit qui n'est pas encore parfait et que vous n'avez pas pensé à tout ce qui est activation, etc., ça va poser des gros problèmes. Ensuite, on a le temps très court. Alors, très court, en effet, le gros, c'est très lié à ce qu'on appelle le lean startup, qui est un peu il y a un process d'itération, donc ça veut dire avoir ces expériences un peu toutes les semaines, etc. Mais et c'est très lié avec la croissance composée, ce n'est pas forcément très court. C'est-à-dire que ça peut être des actions que vous allez mettre en place qui vont être utiles sur le long terme. Et ça, en fait, plus vous allez vous développer, plus ça va être ça. C'est-à-dire que vous allez vraiment mettre en place une stratégie sur au moins un trimestre et avec différentes expériences qui vont composer cette stratégie. Il y a un système d'itération, en effet, sur un laps de temps qui est assez court, mais les résultats ne vont pas arriver hyper rapidement. Toutes les boîtes qui vous vendent il y a un exemple notamment très connu de Twitter alors par exemple, non, ou même Airbnb, je vous reprends l'exemple de Airbnb qui ont scrappé Craigslist. Bah, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il ne s'est pas réveillé, Brian Chesky, un matin en disant « Ah, bah tiens, on va aller scraper Craigslist ». Ils avaient testé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'expériences qui avaient raté. Au moment en fait, où ils ont trouvé ce scrap, ce hack entre guillemets de Craigslist, ils étaient au bout du rouleau, ils étaient fermés en fait. Et du coup, bah, ça n'est pas arrivé de manière très courte. Et si au final ça a été pérenne, c'est parce que derrière le produit était de qualité et du coup les gens sont restés. Parce que c'est bien d'amener du trafic, mais si le produit est pourri, il y aura beaucoup de personnes qui verront que votre produit est nul. Et enfin, un budget limité. Alors, il y a du coup le problème, c'est très lié au hacking, c'est qu'on pense que hacking égale gratuit. C'est faux. Tout coûte de l'argent. Et du coup, en fait, ça va être soit une ressource de budget, d'argent, donc du cash. Donc, par exemple, faire une campagne sur Facebook, vous allez payer pour ça. Soit ça va être du temps. Pareil, créer cette expérience de grosse de Airbnb, bah, ça ne leur a pas rien coûté. Ça a mis énormément de temps pour essayer de contourner les sécurités de Craigslist, etc. Donc, tout coûte de l'argent. Voilà. Maintenant que je vous ai bien cassé le moral sur la définition du growth hacking, je vais essayer de vous expliquer en quoi ça consiste. La première chose, avant même de parler de growth, je trouve ça hyper important de définir deux choses. La première chose, c'est donc your game, donc dans quel type de business vous êtes, votre type de business, et deuxièmement, votre stade de maturité. La première chose, donc définir votre business. Moi, j'en identifie trois. Le premier, c'est le business de communauté. Un business de communauté, son but, c'est de maximiser le temps que vos utilisateurs passent sur votre plateforme. Et du coup, bah, je vais vous donner des exemples. Business de communauté, c'est typiquement des médias, des réseaux sociaux ou bien des applications mobiles en ligne, genre des jeux en ligne. Pourquoi? Parce que en fait, la valeur de ce qui valorise, ce que ces business valorisent, c'est vous, c'est le temps que vous passez dessus. Facebook ne pourrait pas vendre, ne pourrait pas être valorisé comme ils sont aujourd'hui si vous ne passiez pas de temps sur la plateforme. Eux, le produit, en fait, et on dit toujours quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bah, en fait, c'est vrai. C'est que en fait, tous ces business-là, ils se valorisent sur vous. Le monde, pour prendre un exemple un peu plus classique, bah, le monde, en fait, c'est plus vous passez de temps sur le monde, plus il y a de chances que vous passiez à un abonnement payant, ou bien plus il y a de chances qu'eux valorisent leur base de données quand ils vont vendre à des annonceurs et que vous voyez des pubs un peu partout sur le monde. Donc ça, les business de communauté, enfin, dernier exemple, du coup, les applications mobiles, Candy Crush, vous n'avez aucune valeur si vous venez juste une fois sur Candy Crush et qu'après vous partez. Ils s'en fichent, eux, du nombre d'installations Candy Crush. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est le nombre d'utilisateurs actifs journaliers. D'une part, parce que derrière, ils vont pouvoir vendre leurs pubs chères, les pubs qu'ils vous mettent entre vos différents niveaux. D'autre part, parce qu'après, derrière, ils vont pouvoir vous valoriser en vous vendant typiquement des bonus, des trucs comme ça, enfin des choses payantes. Donc ça, c'est pour les business de communauté. Ensuite, on a les business d'intention. Le but des business d'intention, c'est d'accompagner l'utilisateur dans sa prise de décision d'achat. Et là,
on retrouve tout ce qui va être e-commerce. Alors, la grande brique, c'est quand même les e-commerce. C'est en fait, là, vous n'avez pas forcément d'enjeu de garder votre utilisateur sur le long terme, encore que pour toutes les boîtes qui vendent de la bouffe ou des choses comme ça, il y a quand même un besoin de vous garder et du coup de vous fidéliser sur le long terme. Mais en fait, l'objectif, ça va être dans un premier temps de vous accompagner jusqu'à une prise de décision d'achat. Et du coup, imaginons, je veux acheter un nouvel ordinateur, je vais aller sur le site de Asus ou alors sur la Fnac, par exemple. Et la Fnac, en fait, leur but, eux, tout leur travail, ça va être de me donner toutes les informations nécessaires au bon moment et de me faciliter un maximum le parcours d'achat pour que je puisse faire mon achat en toute confiance. Et ça, c'est les business d'intention. Et sur les business d'intention, on ne va pas du tout avoir les mêmes enjeux que sur les business de communauté, puisque là, on va plutôt être sur maximiser la conversion ou des choses comme ça. Enfin, dernier business que j'identifie, c'est le business de productivité. Les business de productivité, le but, c'est de trouver un moyen simple et efficace de remplir une tâche existante. Grosso modo, c'est tu me payes un certain montant et je te fais gagner du temps et de l'argent. Plusieurs exemples. Alors, c'est aujourd'hui beaucoup de boîtes en SaaS font ça. Donc, les SaaS, c'est les Software as a Service, notamment sur le B2B, donc entreprise vers les entreprises. Désolé, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais du coup, j'essaierai de traduire en français à chaque fois pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec ça. Du coup, dans la productivité, on a du coup les fameux SaaS. Donc, les SaaS, c'est par exemple un outil qui s'appelle Zoom. Typiquement parfait, exemple parfait, Zoom, qu'on paye un certain montant par mois. Donc, pour avoir un Zoom pour avoir un outil efficace, Zoom, leur proposition de valeur, c'est si tu devais organiser toi-même tes meetings en visio, en utilisant toi-même tes outils, ce serait une galère, ce ne serait pas efficace et ça te prendrait énormément de temps. Moi, pour 20 € par mois, je te fais gagner du temps et du coup de l'argent et surtout de l'efficacité. Autre exemple, Mailchimp ou SendGrid ou tous les logiciels qui vous permettent de publi-postage, donc qui vous permettent d'envoyer des mailings, des newsletters ou des choses comme ça. Mailchimp, eux, quand ils vont vouloir vous vendre un truc, ça va être quoi leur proposition de valeur? Ça va être de dire, si toi, tu devais composer toi-même tes listes de cibles, que tu devais les mettre du coup, tu devrais les mettre sur des tableaux Excel pour les segmenter, etc. Tu devrais lancer tes emails via ta boîte Gmail. Ce serait ça te prendrait énormément de temps. Ce ne serait pas du tout efficace parce que ce n'est pas fait pour. Et tu perdrais, et du coup, ça te coûterait de l'argent. Et en plus, tu risquerais de griller ton domaine, etc. Donc, moi, pour 20 € par mois, je te propose de gérer tout ça de manière hyper claire et efficace. Donc, ça, c'est business de productivité. Et l'exemple un peu par excellence pour ceux qui connaissent, c'est Zapier. Zapier, ça vous permet d'automatiser des tâches entre elles. Zapier, ils vous disent, plutôt que de créer des API toi-même, nous, on te le fait et on te fait économiser. Leur proposition de valeur Zapier, c'est de vous dire, on te fait économiser X heures par mois. Donc, paye-moi 20 € et je te fais économiser 10 heures. Donc, valorise ton temps, combien tu vois l'heure. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre un Zapier, de nous payer 20 € et du coup, on te fait économiser 10 heures. Et si tu considères que tu te vaux, même au SMIC, en fait, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà pour les 3 grands types de business. Et alors, petite précision par rapport à ça, vous pouvez avoir, ça peut être mélangé. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui vont avoir de la productivité et notamment de la communauté, dans le sens où non seulement tu as un logiciel que tu payes tous les mois, mais en plus tu as besoin que les utilisateurs restent dessus et du coup qui est vraiment un blog, etc., qui vive notamment pour tout ce qui est quand tu payes pour du contenu ou des choses comme ça. Et aussi, vous pouvez vraiment en fait, ça touche un peu tout type de boîte. Ce que je vous propose, c'est de mettre dans le chat si vous ne vous reconnaissez pas, ou alors quelqu'un qui allume son micro, est-ce que quelqu'un ne se reconnaît pas dans ces 3 types de business? Donc, communauté, intention et productivité. Je laisse 10 secondes pour réfléchir et activer le micro au besoin. Ok, parfait. Donc, je continue. Ensuite, deuxième chose, c'est les étapes de votre croissance. Et alors là, c'est peut-être la partie de mes slides qui est le plus tournée vers startup, puisque des gens qui sont en grand groupe sont déjà à une étape de croissance qui est hyper loin et du coup sur laquelle je ne me concentrerai pas là-dessus. Mais on pourra en discuter à la fin puisqu'il y a vraiment des passerelles qui se font. Vous allez adopter une stratégie qui va être différente en fonction des différentes étapes de votre croissance. La première étape, c'est l'attraction. Le but de l'étape de traction, c'est de trouver au premier client manuellement. On dit que vous cherchez ce qu'on appelle le product market fit. Est-ce que mon produit rencontre un marché? Et du coup, là, en fait, vous n'avez pas spécialement besoin du gros. Le gros, en fait, ça ne va pas vous être utile. Le but, c'est d'aller chercher vos clients et d'aller les prendre à la main. Donc, aller les voir sur des événements, les rencontrer dans la rue, essayer de les appeler, etc. Et du coup, c'est la première étape de la création de votre startup jusqu'à, du coup, que vous ayez trouvé ce fameux PMF. La deuxième étape, donc là, pas de grosse. La deuxième étape, c'est l'étape de transition.
L'étape de transition, c'est vous avez votre product market fit. Maintenant, vous allez devoir créer un peu un réacteur donc, un peu soutenable qui va vous permettre de grandir de manière positive. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui commencent à arriver sur votre cible, mais par contre, vous devez vous assurer que ces personnes restent sur le long terme. Donc là, on va travailler sur l'activation, la rétention, la recommandation. Je vous présenterai ce que c'est après. Et là, vous allez vraiment commencer à faire du gros. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de grosse qui est l'objectif, c'est de trouver des canaux d'acquisition qui vont être durables et rentables. C'est-à-dire que là, on est plus sur, du coup, pour revenir aux startups, ce qu'on appelle les scale-up, donc des boîtes où il y a à peu près une cinquantaine d'employés, etc., qui sont vraiment en train de monter, qui ont fait au moins une série A et voire une série B et qui sont vraiment un peu en train de tout exploser. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a Spendesk, on a Alan, pour vraiment vous parler de startups, qui sont ce qu'on appelle des scale-up. Et là, le but, c'est qu'en fait, vous êtes à peu près identifié de votre cible. Donc, ça veut dire, si vous êtes PayFit qui vise les RH à peu près aujourd'hui dans votre cible, tout le monde vous connaît. Mais par contre, maintenant, il faut trouver une manière d'aller chercher et vraiment d'aller gérer votre canal d'acquisition. C'est-à-dire que sur le long terme, comme vous avez déjà attaqué votre fanbase, eh ben, il va falloir essayer d'aller attaquer des personnes qui vous connaissent, mais qui sont un peu moins, qui vous aiment un petit peu moins, et du coup, essayer d'aller trouver des canaux d'acquisition qui vont vous permettre de faire ça. Donc, la plupart du temps, sur cette phase-là, les canaux d'acquisition augmentent, et c'est vraiment, il faut savoir un peu où vous mettez votre argent. Donc, voilà pour les 3 phases. Maintenant, je vais vous parler, maintenant qu'on a dit ça, je vais vous parler du fameux framework AARRR, dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous faites un peu de grosse. Alors, vraiment, c'est un framework. Pourquoi on en parle et pourquoi vous entendez H24 parler? Parce qu'il marche en fait. Et c'est vraiment un truc que moi, à titre personnel, par exemple, j'utilise tout le temps. Quand il y a un projet, une boîte qui vient me voir, les premières questions, c'est quoi ton acquisition, c'est quoi ton activation, c'est quoi ta rétention, revenus et recommandations. C'est vraiment les étapes clés dans votre stratégie d'acquisition. Donc, c'est un tunnel qui part du moment où votre utilisateur entend parler de votre produit pour la première fois, donc la phase d'acquisition, jusqu'au moment où il génère du revenu et potentiellement il en parle autour de lui, la recommandation. Et il faut le voir comme un entonnoir, puisque au début, vous avez beaucoup de personnes à la phase d'acquisition et à la fin, il en reste beaucoup moins sur la phase de revenu et de recommandation. Quelles sont les différentes étapes? Du coup, comme vous le voyez, donc vous allez en garder 100% à l'acquisition et à la fin, vous n'en aurez que 2 ou 1% sur la partie revenu. Et l'idée, en fait, ça va être d'optimiser chacune de ces étapes pour grossir, ce qui est le but de toute boîte, de grossir vos revenus. Et pourquoi c'est intéressant de voir ce tableau-là? En fait, c'est parce que plutôt que de dire, imaginons que vous voulez doubler votre revenu, et plutôt que de vous dire, je vais aller doubler mon trafic sur mon site web, pourquoi est-ce que je n'essaierai pas plutôt de doubler mon activation? Et c'est quand même plus simple de faire, donc imaginons que vous avez 100 personnes, c'est quand même plus simple de convertir 5 personnes de plus que d'en ramener 100 de plus. Ou c'est quand même plus simple d'essayer d'en convertir 1% de plus, donc une personne de plus en revenu, que d'essayer d'aller en chercher 100 de plus au départ. Donc, c'est hyper important de le voir comme ça. Et du coup, je vais vous expliquer donc chacune des étapes. La première étape, c'est l'étape d'acquisition, qui est du coup comment c'est un peu l'entrée en matière du gros. C'est 95% des personnes qui me contactent, c'est pour de l'acquisition, parce qu'en fait, on a vraiment cette vision de générer du revenu égale amener plus de personnes sur mon site internet ou sur ma plateforme. Donc, l'étape d'acquisition, vous avez plusieurs choses. Le SEO, la relation presse, le mailing, social, ads, etc. Donc, vous allez avoir, l'idée, c'est de ramener par exemple du trafic organique, du trafic direct, social, referral, payant et mail. Je vais vous expliquer chacune de ces étapes. Le premier, c'est le trafic direct. Alors, le trafic direct, c'est des personnes en fait qui vous connaissent parce qu'elles ont déjà entendu parler de vous. C'est le bouche à oreille, c'est des personnes qui vont directement aller taper votre adresse web sur leur barre de recherche. Donc, par exemple, vous avez entendu parler de Lyon parce qu'un pote vous en a parlé, vous allez taper johnlyon.co directement sur votre site et ça va aller sur votre barre de recherche et vous allez arriver directement sur Lyon. Ou bien, vous allez voir, non, la plupart du temps, c'est ça en fait, c'est vraiment le bouche à oreille. Deuxièmement, c'est le trafic organique. Le trafic organique, c'est ce qu'on appelle, donc ça va être lié au SEO, donc le Search Engine Optimization. Donc là, le but, c'est d'arriver en premier résultat de recherche sur Google. Donc, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas forcément, mais qui vont taper typiquement meilleur restaurant Paris et qui vont avoir du coup TripAdvisor qui va ressortir en premier. Ça, c'est du coup tout un pan en fait, du gros, qui est le SEO, qui est très lié en fait à la création de contenu. C'est créer du contenu pour arriver en premier résultat de recherche.
C'est un canal qui est hyper intéressant, qui est plutôt un canal de long terme parce que quand vous mettez en place des actions de SEO, ça va plutôt prendre du temps à se mettre en place, minimum 4 à 6 mois si vous n'avez pas pas trop de concurrence sur votre mot-clé. Mais par contre, en fait, l'avantage, c'est que c'est un canal de long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bien placé en SEO, contrairement aux payants, en fait, si demain vous arrêtez de faire des actions et que le SEO ne devient plus une priorité, vous allez quand même bénéficier de tout le travail que vous avez fait auparavant. Alors que si vous coupez votre budget Google Ads, en fait, vous allez totalement disparaître. Donc, TripAdvisor est un très bon exemple. Un autre exemple très connu et plus français, c'est Welcome to the Jungle, qui ont fait un super travail là-dessus et ça a vraiment été une partie de leur stratégie. Et du coup, ça, c'est un très bon canal d'acquisition. Ensuite, on a le trafic social. Le trafic social, ça va être tout ce qui va être community management, travail sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, je pense que vous avez déjà vu passer certaines personnes qui font énormément de contenu sur LinkedIn. C'est vraiment une de leurs stratégies d'acquisition à part entière, notamment certaines agences grosses qui vont vraiment essayer de vous mettre un maximum de contenu pour générer du trafic et derrière générer du business. Donc ça, c'est le trafic social. Il y a aussi tout ce qui est community management, donc avoir un très bon community management, essayer de choper. Donc on a tout ce qui est de la gestion des comptes Instagram pour les e-commerce, essayer d'attirer un maximum de personnes, de followers qui derrière vont pouvoir acheter, etc. etc. Ça, là-dessus, du coup, plein d'exemples. Sur LinkedIn, à une époque, il y avait Gregory Logan qui faisait énormément ça. Il y a Germinal qui fait beaucoup de choses là-dessus, beaucoup d'influence sur LinkedIn. Au niveau Instagram, on a, alors du coup, je ne sais pas si vous avez entendu, mais du coup, qui faisait très bien jusqu'à ce qu'il se fasse un peu descendre. Il y a quelques semaines, Louis Etu était très bon là-dessus. Ils avaient énormément de followers. Pour le coup, ça s'est un peu retourné contre eux, mais voilà. Et Twitter, en fait, il y a aussi pas mal d'agences de grosses qui qui sont très présentes sur Twitter, beaucoup aux États-Unis. Et YouTube, dernière chose, moi j'ai une boîte que j'ai accompagnée qui s'appelle Le Chemin de la Nature, qui fait des formations d'herboristerie et de cueillette de plantes sauvages. Et du coup, une de leurs vraies strates, c'était YouTube et de faire des vidéos sur YouTube, du contenu sur YouTube pour derrière générer du trafic. Autre exemple, Chanty Biscuit, qui fait, voilà, vous voyez, ils ont 102 000 followers, ils ont vraiment toute une communauté autour d'eux pour essayer de vendre leur marque. Ensuite, on a le trafic payant. Le trafic payant, il y a deux types de personnes. Donc, c'est soit sur du profil, donc vous allez cibler un type de personne. Donc là, ça va être tout ce qui va être beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que par exemple, sur Facebook, vous allez cibler mère de famille entre 40 et 50 ans, qui habite à Paris, qui aime Marie-Claire, et du coup, vous allez faire vos pubs dessus. Donc ça, c'est tout ce qui est profil. Donc ça, vous allez pouvoir le faire sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn. Par exemple, ça va être je veux cibler tous les DRH de boîtes entre 50 et 200 personnes qui sont dans computer software sur Paris, par exemple. Donc là, vous visez un profil. Et Snapchat, c'est un peu la même chose que Facebook et Instagram. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les business, on a ce qu'on appelle l'intention. Donc, c'est qu'en fait, intention, le plus connu, c'est Google AdWords, c'est que ça va être une personne qui va faire une recherche. Imaginons que vous vendez un outil RH, en fait, la personne qui va chercher logiciel de gestion des talents, vous allez essayer de vous mettre dessus. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont une intention. C'est que ce n'est pas un profil, n'importe qui peut faire cette recherche, mais ils ont une recherche. C'est ce qu'on appelle du coup des ads d'intention. Et ça, c'est Google Ads ou Pinterest Ads. Petit point là-dessus, il y a plein d'autres canaux qui proposent des ads. Donc, par exemple, on a Twitch, il y a TikTok en ce moment qui se lance et qui cartonne. Vous avez même Captera, GetApp sur du B2B. En fait, l'important, votre canal d'acquisition, il n'y en a pas spécialement qui sont meilleurs que d'autres. Il faut voir en fonction de votre besoin. Et bien sûr, il faut les tester. On a aussi AdBrain, Taboola qui sont des trucs vraiment pour du e-commerce, des choses comme ça. C'est toutes les pubs. Comment a-t-il fait pour gagner des millions d'euros en seulement 2 semaines? Ça, c'est du Taboola ou du AdBrain, vous regarderez. Ou Criteo, par exemple. Ensuite, donc voilà quelques exemples. Donc, Chemin de la Nature, je vous en parlais, avec une ad sur Facebook. Funnel.io, ça, c'est une pub sur LinkedIn. Et enfin, Booking, quand on tape Hôtel Paris, vous avez Booking, vous avez Hôtel, et eux, ils se tirent la bourre parce que j'ai une intention de chercher un hôtel sur Paris. Ensuite, on a le trafic email. Ça, c'est un peu le seul canal que vous maîtrisez complètement. C'est-à-dire que vous avez votre base, vous choisissez à qui vous l'envoyez et du coup, vous pouvez un peu gérer ça. Donc, on a deux choses sur le trafic email. On a tout ce qui va être newsletter, donc ce qui va être du coup sur une base qui peut être engagée ou non, mais en tout cas des personnes qui se sont juste fait une action de vous inscrire à une newsletter. Donc là, vous allez essayer de gérer un peu de générer de l'engagement sur votre communauté. Donc pareil, ça se voit beaucoup en B2B sur des newsletters d'information sur le gros ou des choses comme ça. Et autre chose, on va avoir des choses beaucoup plus ciblées. Donc ça, c'est beaucoup en outbound. Donc en outbound sur du B2B. Ça se fait beaucoup en B2B, notamment dû à la RGPD.
Je ne vais pas trop vous saouler avec les RGPD parce que c'est vraiment un domaine à part entière, on pourrait en parler pendant des heures. Juste sachez une chose, vous n'envoyez pas de mail à des personnes que vous ne connaissez pas sur du B2C. Et sur du B2B, vous pouvez envoyer des mails à des personnes qui ne vous connaissent pas sur des adresses mail pro, mais avec absolument un lien de désinscription. Et si la personne vous dit stop, c'est stop. Voilà un peu dans les grandes lignes. Alors, je sais qu'il y a plein de… Bon, il y en a peut-être qui ont hurlé en entendant ça, etc. Mais dans la pratique, aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Et je ne dis pas que c'est 100% RGPD friendly, mais c'est grosso modo ce qui se fait. Vos concurrents le font. Donc, personne ne s'est encore fait trop tabasser en envoyant des mails outbound à partir du moment où quand quelqu'un vous dit stop, c'est stop. Et je vous parle bien en B2B. B2C, si vous n'avez pas l'autorisation, vous n'envoyez pas. Voilà pour résumer un peu tous les canaux d'acquisition. Donc, on a Search Engine Management, les ads, les blogs sur des articles sponsorisés sur d'autres blogs, le SEO, le content marketing, le mailing, referral. Alors, relations presse, ça c'est hyper important. Donc, quand vous allez commencer à grossir, essayez d'avoir des articles sur d'autres canaux, sur d'autres médias, pardon. Le offline, donc typiquement aller distribuer des flyers à la sortie du métro, partenariat, les sales, etc., etc. Vous avez un peu une vision de tout ce qui peut exister. Maintenant, l'activation. Donc, la deuxième étape. L'activation, vous allez, en fait, quand la personne est venue sur votre site et du coup qu'elle a entendu parler de vous, vous allez essayer de l'amener à rechercher ce qu'on appelle le aha moment ou le wow moment. Donc, qui est le moment où le mec se dit « Waouh, ce produit est trop bien ». Et du coup, pour ça, il y a deux manières de faire. La première partie, c'est la conversion. La partie conversion, c'est quand la personne arrive sur votre page d'accueil et va faire une action de conversion, donc qui peut être différente en fonction du type de business. Par exemple, si vous êtes un SaaS, vous allez essayer d'amener la personne, par exemple, à s'inscrire à une version d'essai de votre produit ou à une version gratuite. Et du coup, pour essayer d'optimiser ça, comment est-ce qu'on peut concrètement utiliser? On va essayer de faire, par exemple, de l'A/B testing. De l'A/B testing, c'est une version A contre une version B. On envoie une partie de trafic sur une trafic sur la B et on voit à la fin laquelle a le mieux converti. Donc là, c'est un exemple qu'on avait fait pour une boîte qui s'appelle 360 plus 1. Du coup, on avait testé les propositions de valeur. La première, c'était proposition de valeur de tarif. Donc, on vous fait gagner 48 000 euros. Et la deuxième, c'est une proposition de valeur de facilité. Et du coup, en faisant le test, celle qui a marché, c'est la proposition d'argent. Donc, on vous fait gagner de l'argent. C'était pour les experts comptables. La deuxième partie, c'est l'onboarding. Et du coup, l'onboarding, le but de l'onboarding, c'est vraiment de vous permettre de comprendre comment l'outil fonctionne et de vous amener à prendre en main l'outil et être sûr en fait que vous avez compris et que vous avez converti. Et du coup, là, ça, c'est un exemple de Duolingo qui vont vous faire passer plein d'étapes pour derrière vous permettre de convertir et d'utiliser, de devenir des utilisateurs actifs du produit. Donc, voilà un peu les différentes étapes que Duolingo fait. Donc, ils vous font choisir votre profil, ils essaient de prendre un maximum d'informations sur vous pour derrière vous proposer une expérience personnalisée. Ensuite, on a la rétention. Le but de la rétention, c'est de garder vos utilisateurs au sein de votre produit. Et du coup, pour ça, on va mettre en place ce qu'on appelle une hook, une boucle, qui va être en fait un espèce une boucle dans laquelle vous allez essayer de faire entrer vos utilisateurs pour que derrière, ils continuent à utiliser votre produit. Donc, vous avez différents triggers, externes, internes. Donc, c'est-à-dire, vous allez par exemple envoyer un mail à votre utilisateur. Ensuite, lui, il va arriver sur votre plateforme, il va faire une action. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Facebook, il va arriver sur Facebook, il va commencer à scroller son fil de l'actualité. Il va y avoir un variable reward, ça veut dire qu'il va être content, donc ça va lui plaire ou non ce qu'il va voir. Et du coup, si ça lui plaît, il va y avoir un investissement. Donc, par exemple, dans l'exemple de Facebook, je reçois un mail, une notification de Facebook. Je vais sur Facebook, je scrolle mon fil d'actualité. Donc là, je suis sur l'action. Le variable reward, c'est ce que je vois, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. D'où l'intérêt pour Facebook d'avoir les meilleurs algorithmes. Si ça me plaît, je m'investis. Donc, par exemple, je partage une publication et derrière, Facebook pourra me recibler via, par exemple, un mail en disant « Hey, telle personne a liké la publication que tu as partagée ». Ça, c'est pour la rétention. Quelques exemples. Netflix qui, par exemple, m'envoie de temps en temps des petits mails en me disant voilà, ça c'est disponible par rapport à mes besoins et par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que j'ai regardé comme série, etc. Autre exemple, par exemple, vous avez toutes les notifications que vous pouvez avoir sur votre téléphone que vous recevez H24. Voilà pour la partie rétention. Encore une fois, je vous laisse poser vos questions dans le chat si vous avez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre à la fin.
Ensuite, on a la recommandation. La recommandation, le but, c'est d'ajouter de la viralité dans votre produit. Là, la plupart du temps, c'est quand votre produit plaît bien. Et à ce moment-là, vous allez essayer de faire en sorte que vos utilisateurs actifs qui aiment votre produit en parlent autour d'eux. Et pour ça, vous avez 3 leviers. Vous avez le bouche à oreille, qui est vraiment ce qui est c'est vraiment le meilleur canal, puisqu'en fait, on est vraiment sur vous ne savez pas d'où vos utilisateurs viennent, mais c'est parce que tout le monde en parle parce que votre produit est trop bien. Donc ça, c'est parfait. Vous avez la gamification. Donc là, ça va être un peu si tu parraines des gens, on va te donner des badges ou des choses comme ça. Donc par exemple, Jet, qui est le concurrent américain d'Amazon, a essayé de faire ça en disant plus tu inscris de personnes, et plus tu parraines de personnes, plus tu vas avoir de badges et à la fin, on t'offre des cadeaux ou des choses comme ça. Et dernière chose, le rewarding, la récompense, le parrainage. Donc ça, c'est tout ce qui est Deliveroo. Si vous parrainez un ami, on vous offre 10 euros et lui, on lui offre 10 euros, etc., etc. Juste petit point hyper important sur le parrainage et sur ce genre de choses. Proposez pas d'argent si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'argent qui vient derrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas proposer 5 euros pour un ami parce qu'en fait, et ça, c'est d'ailleurs très français. La plupart du temps, quand nous, on voit un système de parrainage, le premier réflexe qu'on a, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut un peu douiller le système, quoi. Donc, faites hyper gaffe par rapport à ça. Typiquement, Feu Take It Easy, ils se sont fait tuer comme ça. Et dernière chose, le revenu. Alors là-dessus, il n'y a pas non plus 36 000 manières de faire. C'est vraiment de tester. Alors, ça va être essayer d'augmenter les pourcentages d'abonnements, essayer pourquoi pas d'augmenter les prix ou des choses comme ça. Et je vous donne un exemple. C'est celui de Typeform. Typeform, eux, ce qu'ils ont fait un jour, c'est que moi, j'avais un abonnement Typeform qui était l'abonnement normal. Et un jour, ils m'ont envoyé un petit mail en me disant hey, salut Arnaud, c'était juste pour te dire, en fait, on va augmenter nos tarifs, on va réduire les fonctionnalités. Donc, si tu veux continuer à utiliser notre abonnement, faut que tu passes sur celui à 30 balles par mois alors qu'aujourd'hui, tu en payes 15. Et sinon, en fait, on va t'enlever toutes ces fonctionnalités-là, etc. Et du coup, j'ai regardé Typeform, j'ai regardé ce mail, j'ai dit, vous êtes vraiment une belle bande de rapaces, et j'ai mis ma carte et j'ai payé. Pourquoi? Parce que, en fait, la valeur que j'estime que je retire de Typeform vaut largement les 30 euros qu'ils me demandent de payer. Et ça, en fait, on est sur beaucoup de leviers psychologiques, notamment cher égale de qualité, qui vont vous permettre de travailler pour augmenter votre revenu. Il y a un gros qui est très connu qui s'appelle Guillaume Cabane, ouais, je crois que c'est ça, qui bossait chez Drift et qui a dit moi, le meilleur hack que j'ai mis chez Drift, c'est que j'ai doublé les prix. Et je l'ai déjà fait sur plein de boîtes et en effet, ça marche hyper bien. Parce que, en fait, vous allez voir, vous n'allez pas avoir spécialement de conversion parce que tout est une histoire de valeur perçue par votre utilisateur. Et ça, c'est surtout vrai, un peu moins dans les e-commerce, c'est surtout vrai pour les boîtes en SaaS où, en fait, au départ, vous avez passé beaucoup de temps à développer votre produit. Vous ne savez pas trop à combien le vendre parce qu'en fait, le plus dur a été fait. Et du coup, en fait, vous allez un peu itérer là-dessus. Et du coup, là, en fait, il faut tester, d'augmenter vos pricing, d'essayer de tester de nouvelles offres. Là, un peu comme Typeform on fait, essayer de montrer, en fait, de faire croire que en fait, c'est le même prix alors que là, c'est annuel et là, c'est mensuel, etc., etc. Les champs d'action du gros marketeur. Alors, ça met en fait un débat qu'on ne va pas traiter maintenant parce que c'est un peu trop compliqué. C'est comment le gros se situe par rapport au marketing. Et alors, moi, si vous voulez, je vais vous donner mon avis. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. C'est mon avis à titre très personnel. En fait, pour moi, vous avez le marketing qui est le grand chef du secteur. Et dessous, vous avez d'un côté le content management, donc tout ce qui va être créer du contenu, community management, etc. Et vous avez le gros. Et pour moi, en fait, le gros, c'est le bras armé du marketing. C'est-à-dire que vous allez prendre ce que le creative marketing vous a fait, vous allez bosser avec de la data, donc vous êtes très data-driven. Vous allez aussi bosser, vous voyez par exemple sur le revenu, tout ce qui est behavior, etc., donc la psychologie de l'utilisateur, vous allez le tester et vous allez travailler avec vos équipes de dev pour mettre en place des automatisations ou des choses sur le code. Et en fait, le gros hacking se retrouve au milieu de ça, parce qu'en fait, vous allez prendre un peu toutes ces compétences et vous allez les mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous devez être un neuroscientifique, ça ne veut pas dire que vous devez être un data scientist, ça ne veut pas dire que vous devez être un copywriter ou que vous devez être un super dev, mais vous devez avoir une bonne base sur tout ça et surtout savoir comment coordonner tout ça pour votre stratégie de growth et amener de la croissance au sein de votre entreprise. Dernier point qui est un peu important, parce que vous n'allez pas tous être en mesure de mettre en place tout ce que je viens de dire, c'est comment est-ce qu'on trouve la bonne ressource quand on veut faire du growth. Parce que pour beaucoup, vous n'êtes pas growth marketeur, c'est un domaine que vous commencez à apprendre, vous avez sûrement envie de aussi vous former. Donc, au-delà de la formation, ce qui est hyper important, c'est de savoir si vous, demain, vous avez besoin de cette ressource, comment est-ce que vous la choisissez.
Et ça, c'est un modèle qui a été théorisé par Brian Balfour pour le marketing. Sinon, le T-shape model, ça existe depuis hyper longtemps. C'est BCG qui en a parlé en premier dans les années 80. Mais en fait, c'est de dire, vous ne pouvez pas être bon partout. Et du coup, vous ne pouvez pas être bon partout, donc vous allez avoir plusieurs chemins. Le premier, et du coup, c'est aussi les types de personnes que vous allez rencontrer quand vous allez chercher des ressources grosses ou quand vous allez rentrer un peu dans le milieu du gros. Vous allez avoir ce qu'on appelle les high-shaped marketers, qui sont vraiment ceux qui sont juste experts dans un domaine. Moi, mon truc, c'est le SEO et rien d'autre. Par contre, je suis le meilleur en SEO et tu peux pas tester, quoi. Et du coup, par contre, tu me demandes de faire des ads, j'en ai aucune idée, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. Ensuite, on a le généraliste. Donc, lui, il a une vision globale, très stratégique, mais il est expert en rien, c'est un peu dégradant quand je dis ça, mais ça veut dire que moi, par exemple, je me considère comme généraliste, c'est-à-dire que n'importe quel type de business, je vais être en mesure de vous mettre en place une stratégie de grosse. Par contre, si vous me demandez de mettre en place un SEO technique, j'en serais incapable. Et dernière chose, on a le fameux T-Shape, c'est il touche à tout et il est expert dans un ou deux domaines. Ça veut dire il fait du SEO, vous allez pouvoir lui parler d'ads, mais par contre, en fait, son truc reste le SEO, mais par contre, il comprend un peu ce que c'est les enjeux ads. Là-dessus, ceux dont vous devez le plus vous méfier, c'est vraiment eux. C'est moi, en fait. Vous devez vraiment me méfier des mecs comme moi. En fait, le problème des généralistes, c'est que les mecs vous font croire qu'ils sont bons partout, mais le plus grand risque quand on est bon partout, c'est d'être bon en rien, en fait. Et du coup, quand vous cherchez par exemple un profil sur Malte ou des choses comme ça, quand les mecs vous mettent qu'ils sont bons en SEO, en Google Ads, en Facebook Ads, qui vous font de l'optimisation de landing page, de la conversion, qui sont forts en e-commerce, en SaaS, etc., fuyez, clairement. Parce que si vous cherchez un besoin vraiment Facebook Ads, allez plutôt chercher un mec qui met juste Facebook Ads, Instagram Ads. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Trop bien. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation hyper riche. C'est assez rare. J'ai quand même fait pas mal de webinars et il y a eu très 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 peu de questions posées. C'était très clair et Karim le souligne en effet. Merci beaucoup Karim. On avait une question de la part de Adina. Donc Adina, je te laisse allumer ton micro et la poser. Oui, bonjour. Bonjour Dina. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir comment, quand tu parlais de rétention, et tu as parlé de bouche à l'oreille comme première stratégie, c'est quoi le moyen est-ce qu'il y a un moyen de le digitaliser? Enfin, comment on sait comment on peut traquer en gros si ça marche ou pas? Ouais, alors c'est une bonne question. Le bouche à oreille, alors dans beaucoup de cas, en fait, tu ne vas pas pouvoir le traquer. En fait, tu vas juste voir des personnes qui viennent et tu ne sauras pas d'où ça vient. Et juste, bah, en fait, c'est trop bien. Et du coup, par exemple, c'est première question, comment vous avez entendu parler de Slack pour la première fois? Est-ce que c'était une pub ou un collègue, un pote ou quelqu'un comme ça qui vous a dit, ah, Slack, c'est trop bien. Même réflexion pour Facebook. Donc ça, en fait, c'est le truc que tu peux moins maîtriser, mais c'est une des meilleures choses que tu peux avoir. Par contre, tu peux quand même essayer de le faire. C'est-à-dire que si une personne, tu lui dis, bah, parle-en autour de toi, tu peux essayer de mettre ce qu'on appelle des UTM, donc des liens traqués, pour essayer de voir un peu d'où vient ton trafic. Donc, c'est qu'en fait, tu vas mettre une extension d'URL. Donc, c'est un UTM Builder. Google en propose un. Vous tapez UTM Builder, peut-être Joséphine, mets-le en chat, qui pour vous permettre en fait de traquer d'où ça vient. Donc, par exemple, si tu envoies une newsletter, tu vas mettre un UTM et du coup, tu vas pouvoir savoir d'où ton trafic vient. Donc, je vais plutôt te dire que par élimination, quand tu auras enlevé le Facebook Ads, toutes tes autres campagnes que tu peux traquer, ce qui reste, normalement, du coup, c'est un peu du bouche à oreille. Et du coup, tu vois, tu le fais plus par élimination qu'autre chose. D'accord, ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas de questions. Non, pardon, c'est moi qui pollue le chat, certaines personnes qui devaient nous quitter. Est-ce que Franck, tu avais une question? Je vois que tu as un emoji main levée, mais je ne sais C'est pas si ça. c'est pour nous. Ah si, bah, trop bien. Bah, vas-y, Franck. Oui, oui, bonjour, merci, c'était extrêmement intéressant. En fait, moi, j'ai pas mal de questions. Okay. La première, c'est nous, on a une solution SaaS liée au RGPD, donc c'est assez rigolo qu'on parle tout à l'heure. Oups. Voilà, non, mais c'est intéressant. Et on a effectivement, nous, des particularismes liés à ça, c'est-à-dire qu'on est très B2B et on est obligé effectivement d'être extrêmement conforme dans les démarches de growth. Et donc, on a pris des jeunes gens qui sont des gros hackers. On est aussi à la station F, donc on a un petit vivier d'experts. Alors ça, je rejoins bien les différents profils que tu as présentés. On a essayé les trois. Mais effectivement, on a ces limitations associées à cette dimension du RGPD qui fait qu'aujourd'hui, le gros hacking
on est un peu circonspect en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair. Et en revanche, même d'un point de vue plus générique, c'est-à-dire le B2B est différent du B2C, et quelles seraient un peu les grandes différences de ce qu'on peut faire en B2B et pas en B2C? Deux, trois tricks sur le B2B. Ta cible, c'est quoi comme boîte? C'est des boîtes, alors on a fait la même approche, je disais, nous, c'est des boîtes de plus de 200 personnes qui ont un DPO, un Data Protection Officer, ou un CDO, un Chief Data Officer, donc soit des gens qui doivent protéger la donnée, soit des gens qui doivent l'activer, qui sont censés travailler en binôme, bien qu'évidemment ça paraisse un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner, en tout cas dans la vraie vie, et qui ont une CMP. Donc une CMP, c'est une Consent Management Platform, donc c'est une solution qui recueille et qui distribue le consentement. D'accord. Voilà. Bah, du coup, aujourd'hui, alors vraiment pour le coup, sur la partie RGPD, et en effet, vous, étant donné que vous vendez de la RGPD, c'est peut-être un peu touchy. Là-dessus, sur ces sujets-là, vraiment mailing, je te conseillerais plutôt, du coup, je ne veux pas m'avancer parce que je ne veux pas te dire de bêtises. Non, mais c'est… Du coup, je te conseillerais plutôt, du coup, logique, de voir avec un juriste ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, ce que tu peux déjà toi faire, et là où tu peux y aller un peu en mode ouvert, c'est sur LinkedIn en fait. Il y a plein d'automatisations que tu peux mettre en place sur LinkedIn. Tu as des outils qui te permettent de faire ça, qui fonctionnent hyper bien, et tu peux essayer d'aller trouver ta cible. Après, toi, ce qui est très intéressant, c'est que étant donné que du coup, ta fenêtre de tir est beaucoup plus réduite par rapport à d'autres entreprises, c'est pas forcément, en fait, moi, je ne le vois pas comme un problème. Et c'est un peu une réflexion globale. Aujourd'hui, en fait, on peut faire beaucoup moins de choses qu'il y a 5 ans. Et pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Pourquoi la RGPD a été créée? La RGPD a été créée parce que des gens faisaient n'importe quoi et vous envoyaient des mails, mais pas du tout personnalisés, qui étaient horribles. Et du coup, c'est pour ça, en fait, c'est pour protéger, entre autres, l'utilisateur. Donc, du coup, toi, ça t'incite et ça te force, mais c'est un bon problème, à du coup plus cibler ton type de personne. Et moi, je te conseillerais plutôt du coup d'aller sur des cibles un peu moins élevées, un nombre de personnes un peu moins élevé, mais vraiment de cibler sur, par exemple, essayer de viser, par exemple, par secteur. Si toi, tu as déjà un client dans le secteur de la santé, eh ben, tu vas viser toutes les boîtes dans le secteur de la santé en leur parlant de ce client-là, mettant un cas d'étude, etc. D'accord, tu fais un mix persona-industrie. Ouais, exactement. Et l'industrie fait partie d'un persona, en fait. L'industrie doit rentrer en compte dans tes personas. C'est-à-dire que si tu vas encore plus loin dans tes personas, pour moi, l'industrie, surtout sur un B2B, l'industrie est une part de ton persona. C'est vertical. Pardon, et j'avais une autre question, un truc qui m'a super intéressé, c'est la notion de prix. Ouais. Parce qu'on a aussi ce même sujet, comme on est sur un marché qui est en train de se constituer, mais qui est ultra concurrentiel, il y a des gens qui vendent à super pas cher, nous on vend très cher. Voilà, donc en fait, pour le même service, tu as un truc qui va être de 100 balles à 1500 balles par mois. Okay. Nous, on a plutôt pris l'option haute sur des grands comptes. Et en revanche, l'exercice qui était démontré était extrêmement intéressant, qui pour nous correspondrait à une attaque. Aujourd'hui, il y a 21 000 DPO en France. En tout cas, c'est ce qu'annonce la CNIL. Et nous, on en cible à peu près sur la partie LinkedIn 500-800 dans notre segment, on va dire, key account. En revanche, effectivement, faire une proposition de valeur qui est celle qui était proposée à 30 ou 50 balles est extrêmement intéressant. Et ce qui avait été dit précédemment, donc, c'est qu'en fait, si tu augmentes le prix, mais je l'avais déjà entendu une fois et ça m'avait un peu, un peu titillé parce que c'est ultra intéressant, parce que sur ton MMR, tu fais quand même 2 fois moins d'efforts pour atteindre, tu vois, bon, je veux dire, l'affaire, elle est belle, quoi. Ouais. Et ça marche vraiment, ça? Franchement, ouais. Alors, tout dépend. Si ton produit est mauvais, les gens ils vont hurler. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais alors, en partant du principe que tu as un bon produit, oui. Et tu vois, par exemple, Typeform, ce qu'ils avaient fait aussi, c'est qu'ils avaient drastiquement réduit les fonctionnalités sur la version freemium. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tu perds énormément d'utilisateurs, mais en fait, tu perds des utilisateurs qui, de toute manière, n'auraient jamais converti. Tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment une technique. Du coup, tu payes moins de serveurs, tu payes moins de choses comme ça. Et eux, pour moi, c'est un move hyper intelligent qu'ils ont fait. Et oui, ça marche. Franchement, je l'ai déjà essayé plein de fois et ça marche. C'est vraiment… Et de temps en temps, il ne faut pas hésiter à être radical. Genre, toi, du coup, si tu es déjà sur la marge haute, mais il y a des boîtes en fait où on a littéralement doublé les prix. On a doublé les prix et on a eu plus de conversions. Parce qu'il y a vraiment… Et je vous conseille un bouquin qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini qui traite vraiment de ça, en fait, sur cette notion de valeur perçue, en fait, et c'est hyper intéressant, c'est de la vraie neuroscience là-dessus, et il y a plein d'études qui montrent ça. Comment il s'appelle, le gars? Robert Cialdini, Cialdini. Donc, on va acheter chez notre libraire. Exactement, pas sur Amazon. C'est ça. Dans le chat, son nom et le nom du bouquin. Ok, merci beaucoup. Non, c'est ultra intéressant, c'est extrêmement intéressant. Enfin voilà, c'était tout. Mais alors, juste un point aussi, pardon, sur Typeform, parce que nous, on le teste beaucoup, c'est-à-dire dans nos logiques de growth,
on a un petit côté un peu pédagogique. On fait beaucoup de quiz. Nous, ce qui marche le mieux sur LinkedIn, pour reprendre ce que tu disais, on fait des quiz. Genre, es-tu un seigneur du RGPD? Enfin bon, on varie les messages en fonction des audiences. Et la notion de quiz qu'on a faite donc avec Typeform fonctionne ultra bien. On recueille énormément d'informations qualifiées. Juste un petit tip, ce qu'on peut partager. Nous, alors, il faut qu'on revienne un peu dessus, mais c'est super bien. Et sur Typeform, en revanche, ce qui m'avait gêné, c'est qu'effectivement, nous, on a pris, je pense, l'offre au début à 30 balles. Mais en fait, tu as toujours le logo Typeform. Et là, tu vois, et là où ils ont un petit truc, c'est qu'en fait, tu n'as pas envie d'avoir le logo Typeform quand tu fais du massif. Donc, tu passes sur l'offre à 70. Donc, ils ont aussi toujours un petit truc contraignant, enfin, une petite friction qui fait que tu passes sur la version supérieure. Petit tips de psychologie juste par rapport à ça qui peut être intéressant pour tout le monde. En fait, c'est un truc classique. C'est en fait, vous, l'offre que vous allez faire, c'est un grand classique que vous verrez sur beaucoup de logiciels en SaaS. C'est que vous avez toujours une offre qui est hyper cheap et où il y a très peu de fonctionnalités, une offre hyper chère mais démesurément chère où il n'y a pas énormément de fonctionnalités, et l'offre du milieu qui est plutôt intéressante. Et du coup, en fait, on vous fait croire, mais en fait, moi, c'est un truc que je conseille, c'est vous sortez toujours 3 offres. Une offre pas chère, mais pas chère du tout, mais qui est vraiment pourrie avec zéro fonctionnalité. Une offre extrêmement chère, mais indécente, avec non plus pas énormément de fonctionnalités en plus. Et l'offre du milieu, qui est celle en fait que vous voulez vendre avec votre pricing, qui va avoir toutes les fonctionnalités qu'on veut. Et du coup, en fait, il y a un effet classique de dire ah, mais cette offre, elle n'est pas chère, mais c'est pas très intéressant. Celle-là, elle est beaucoup trop chère. Et tu dis ah, mais celle-là, je vais faire une affaire, c'est vraiment la meilleure offre. Ça aussi, c'est un truc psychologique. Il y avait une question, je me permets d'enchaîner parce qu'il est Anako, l'heure. elle peut poser une question aussi à Arnaud, pardon. Je lui avais proposé de poser la question juste après Franck, donc je voudrais pas. Ouais, vas-y. C'est bon pour moi. Anako, est-ce que tu es là? C'était sur le T-shape. Je vois la question, c'était sur le Ouais. T-shape. Les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients de choisir. Alors, en fait, l'avantage principal en fait, de se spécialiser sur un truc, c'est que tu trouves. Enfin, si c'est du coup, tu me dis ça dans le sens, toi, te spécialiser pour te vendre derrière, vaut mieux commencer en spécialisant sur un truc. Vraiment, deviens une brute de SEO. Tu trouveras beaucoup plus facilement des missions que si tu commences à dire vas-y, je me spécialise juste, je suis grosse partout, tu vois. Si tu deviens, c'est plus simple en fait de se concentrer. En plus, le gros, c'est très large. C'est plus simple de se concentrer à fond sur le high shaped, donc sur un domaine, pour ensuite, pourquoi pas, rajouter d'autres cordes à ton arc et de grossir. Moi, quand j'ai commencé, je me suis spécialisé sur du Facebook Ads parce que c'était le truc qui me plaisait le plus. Et ensuite, j'ai rajouté d'autres briques, d'autres briques, d'autres briques, d'autres briques pour aujourd'hui avoir une vision un peu globale, quoi. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ce webinaire vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas. Dernière question, pardon Arnaud, ouais. Je t'interromps. Ok. Oui, et après, juste avant ta question, pardon Adina, après on va pouvoir faire une photo tous ensemble. Donc je vous invite pour tous ceux qui peuvent à allumer votre caméra. Et je vois le grand sourire d'Arnaud. Oui, tu as l'habitude et c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Voilà Adina, je te laisse la parole. Oui, j'ai une question par rapport à, disons, une petite équipe qui juste vient de se lancer. Voilà, disons, une fois que tu as développé ton produit ou tu as lancé les premiers essais et tu commences à réfléchir comment attirer maintenant des utilisateurs. Je veux dire, le tunnel d'acquisition, il paraît quand même, il y a beaucoup d'étapes et en réalité, pour chaque étape, il y a quand même pas mal d'activités à faire et pas mal de données à suivre, quoi. Alors. Et pour que ça soit pas, comment dire, trop, pour que ça paraît pas très, pour que ça ne fasse pas peur aux gens, sur quoi concentrer en premier temps? Est-ce que ça améliorerait chaque étape par une activité ou commencer sur, je sais pas, les premières étapes, ensuite passer aux autres? Comment trouver comment prioriser? Alors, du coup, toi, si j'ai bien compris, tu es plutôt en phase de traction. Et du coup, phase de traction, ce que j'ai envie de te dire, c'est la data, en fait, ce n'est pas très important. C'est ce tunnel-là, ça, ne te prends pas trop la tête avec ça parce que c'est encore un peu tôt pour vraiment mettre des data et ça. Si tu viens de te lancer, c'est fais du manuel. Appelle tes clients, essaye de remonter leurs besoins, essaye de comprendre en fait comment ils utilisent ton produit. Et en fait, à partir de toutes ces, tu peux pas définir ton process d'activation, ton onboarding, ta rétention et tout, si tu n'as pas discuté avec tes clients avant. Et il y a un article qui est hyper intéressant qui
qui s'appelle Startup Equal Growth du fondateur de Way Combinator. J'ai perdu son nom, mais je vous le retrouverai, qui s'appelle, je suis désolé, je me souviens plus de son nom, mais c'est Startup Equal Growth et qui dit en fait justement qu'il faut absolument commencer quand tu te lances, tu fais à la main. Tu commences pas, te prends pas la tête avec la data, ce que je dois traquer, etc. C'est t'appelles tes utilisateurs. Dès que tu as un utilisateur qui vient, limite, tu vas cibler, tu as ta cible, tu vas essayer d'aller démarcher à la main, etc. Et tu fais tout le process avec eux pour comprendre quelle est leur interaction et quelle est leur utilisation de ton produit. Du coup, passer tout le tunnel avec un utilisateur et voyez comment ils agissent. Exactement. Et ça, tu le fais à la main. Tu le fais à la main en faisant des appels, en faisant des Skype, en faisant des… Voilà, vraiment, au début, c'est comme ça que tu vas structurer ton process pour derrière l'automatiser. En ce moment, je fais ça avec un de mes clients. C'est vraiment, on a lancé une bêta, il y a une vingtaine, trentaine d'utilisateurs et on les appelle. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils comprennent dans le produit, où est-ce que ce n'est pas clair, etc. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir mettre en place petit à petit, construire pour pouvoir l'automatiser derrière. Mais là, quand tu es dans cette phase-là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec les datas de dingue à traquer et tout. Ça interviendra plus dans la phase de transition. Oui, non, mais ce n'est pas la question de data. C'est juste que sur quelle phase se concentrer. Enfin, commencer par quel niveau, quoi. Du coup, si tu n'as pas de client, l'acquisition quand même, essayer d'en choper quelques-uns. Mais disons que, en fait, essaye d'en avoir jusqu'à un certain seuil où du coup, toute l'équipe sera staffée pour essayer vraiment d'avoir un suivi personnalisé. Et après, passe sur les autres phases, essayer de comprendre du coup cette phase d'activation-rétention, de comprendre en fait eux comment ils interagissent avec le produit, comment ils l'utilisent. Alors bien, mais je te conseille d'y aller plutôt par phase. D'abord, tu fais acquisition, en choper une vingtaine, puis tu arrêtes d'essayer d'en avoir des nouveaux et tu essayes de comprendre quelle est l'interaction du produit. Étape d'après, tu en rechopes 20 nouveaux, tu essaies de comprendre. Et puis, quand tu as commencé vraiment à comprendre comment ça fonctionnait et surtout que tu as transformé ton produit pour l'adapter à ce que tes clients aiment, et ben, du coup, là, tu peux un peu plus ouvrir les vannes. Ça revient à ce que je disais, ça ne sert à rien d'amener énormément de personnes sur un produit si le produit n'est pas bon et n'a pas été testé parce qu'il y aura juste beaucoup de personnes qui verront que ton produit n'est pas bon, quoi. Ok, c'est super, super conseil, merci. Je t'en prie. Cool, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. C'était toujours super intéressant d'avoir le point de vue d'Arnaud et d'avoir ses conseils. Arnaud, je vais te laisser couper ton partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir prendre la photo tous ensemble. Merci à tous. On l'a déjà dit ce matin, avant de démarrer, mais 8h30, parfois c'est tôt. Mais moi, j'adore. Je trouve qu'après, il est 9h30, on démarre la journée et on a la tête bien remplie avec plein d'idées et c'est toujours agréable. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci évidemment à Arnaud. Hyper intéressant.